Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans votre journal. Voici les titres. Les premiers pèlerins djiboutiens s'envolent vers les lieux saints pour accomplir le Hajj 2026. Et en Iran, les tensions restent vives autour du détroit d'Ormuz, au cœur d'une nouvelle proposition en 14 points et d'une fenêtre d'un mois pour des négociations. Dans le cadre de l'organisation du travail durant la période estivale et afin de contribuer à la rationalisation de la consommation énergétique, il a été décidé d'aménager les horaires de travail au sein de l'administration publique. Ainsi, à compter du 5 mai 2026, les administrations publiques fonctionneront du dimanche au jeudi de 8h à 15h. Les établissements scolaires, universitaires et hospitaliers ne sont pas concernés par ces dispositions et restent soumis à leur propre régime horaire, donc spécifique. Les membres du gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à la stricte application de cette mesure sous réserve des nécessités liées à certaines missions spécifiques et à la continuité du service public. Toutes les dispositions nécessaires devront être prises afin d'assurer le bon fonctionnement des services, notamment dans les secteurs essentiels et ceux assurant l'accueil du public. Cette mesure entre en vigueur à compter du 5 mai 2026 et sera exécutée partout où besoin sera. Les 3 premières vagues de pèlerins djiboutiens ont quitté la capitale aujourd'hui à destination des lieux saints pour accomplir le 5e pilier de l'islam. À l'aéroport international de Djibouti, les pèlerins embarqués à bord de la compagnie Flynas ont été salués par le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, M. Momin Hassan Baré, ainsi que par l'ambassadeur du serviteur des deux saintes mosquées à Djibouti, Metrek Ben Abdallah Al-Jalin, en présence de plusieurs hauts responsables du ministère. Les 3 premiers vols transportant chacun 140 pèlerins ont pris la direction de Médine, où les pèlerins seront pris en charge par la mission officielle chargée de les accompagner et de faciliter leur séjour conformément aux orientations du ministère des Affaires musulmanes. Au total, 10 vols sont programmés dans les jours et semaines à venir afin d'assurer le transport de l'ensemble des pèlerins djiboutiens, estimés à environ 1400. Dans le cadre des efforts visant à faciliter le voyage et à alléger les contraintes des pèlerins, le ministère a procédé cette année à la distribution de 3 grandes valises pour les bagages ainsi qu'un sac à main destiné à la conservation des documents personnels. Cette initiative a été largement saluée par les pèlerins qui ont exprimé leur satisfaction, soulignant son utilité pour l'organisation de leurs effets personnels et la sécurisation de leurs documents. Les pèlerins ont également exprimé leur profonde joie de se rendre au lieu saint pour accomplir les rites du Hajj, tout en saluant les efforts déployés par le chef de l'État et par le ministre des Affaires musulmanes en matière d'accompagnement et d'encadrement. L'ambassadeur du serviteur des deux saintes mosquées à Djibouti a salué dans une interview les efforts déployés par le ministère des Affaires musulmanes et des biens Warf sous l'impulsion du ministre Momin Hassan Baré pour permettre aux pèlerins d'accomplir ce rite dans les meilleures conditions. Et pour sa part, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, M. Momin Hassan Baré, s'est félicité du départ des premières vagues de pèlerins à destination de Médine à bord de la compagnie Flynas, puis vers la Mecque pour l'accomplissement du Hajj. Eh bien, il a indiqué que le ministère n'a ménagé aucun effort pour organiser les différentes étapes du pèlerinage en s'appuyant sur les outils et les applications les plus modernes afin de garantir aux pèlerins djiboutiens les meilleures conditions d'accomplissement de ce devoir religieux conformément aux orientations du président de la République. À la une également, l'amphithéâtre de l'ANIFIP a accueilli aujourd'hui la cérémonie de lancement de la 2e phase des formations spécialisées de haut niveau destinées à renforcer les compétences des jeunes diplômés. Cette initiative stratégique est mise en œuvre en étroite collaboration avec l'équipe de coordination pédagogique de l'Institut national public, l'INAP, et le projet Skills avec l'appui financier de la Banque mondiale. Elle illustre l'engagement soutenu des partenaires techniques et financiers en faveur du développement du capital humain. Ces formations spécialisées sont conçues pour répondre aux défis du marché du travail et réduire le déficit de compétences techniques et professionnelles. Elles visent à améliorer l'employabilité des jeunes diplômés
en les dotant de savoir-faire pratiques et spécialisés. À l'issue de la cérémonie, des certificats de participation ont été remis aux bénéficiaires de la première phase du projet, consacrée au renforcement des compétences de base en employabilité et en entrepreneuriat. La formation aux compétences de base en employabilité et en entrepreneuriat, une étape tout aussi riche qui nous a préparés non seulement à intégrer le marché du travail, mais à le comprendre, à y trouver notre place, voire à en créer une. Et maintenant, nous abordons les spécialités. J'espère sincèrement que nos consultants experts du CIFOP sauront relever le défi, car je peux vous dire que la barre a été placée très haut. Je suis un participant à la formation Soft Skills faite à l'INAP pour les détenteurs de Master 2 souhaitant intégrer le monde du travail. Nos remerciements vont à la représentante de la Banque mondiale, à Djibouti pour avoir cru et financé ce projet, au ministère du Travail chargé de la formalisation sociale pour la concrétisation de ce projet, au cabinet international CIFOP pour son accompagnement, le directeur général de l'INAP, les membres administratifs ainsi que le comité de pilotage pour avoir assuré la parfaite coordination de ce projet, l'ensemble des enseignants qui ont contribué à cette formation en nous inculquant des connaissances supplémentaires avec professionnalisme, rigueur et attention. Et écoutons à présent tour à tour le représentant du CIFOP, suivi de l'extrait des propos d'un représentant de la Banque mondiale. Mesdames et messieurs, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que ce programme répond à des enjeux majeurs, notamment l'insertion professionnelle des jeunes diplômés et le renforcement des compétences nationales. C'est précisément pour répondre à ces défis que ce programme a été conçu pour former des professionnels compétents, structurés et immédiatement opérationnels pour le développement économique et social du pays Djibouti. Dans cette logique, la méthode retenue par le CIFOP privilégie une approche pratique. Les participants sont amenés à analyser des situations concrètes, à s'exercer et à produire des résultats. L'objectif est clair, passer du savoir à l'action. Afin de garantir un niveau de formation haut, comme il est demandé, le CIFOP a mobilisé pour cette phase stratégique ses meilleurs experts. Il ne s'agit pas uniquement des formateurs. Ce sont des véritables experts de terrain, hautement qualifiés, disposant chacun d'une spécialisation reconnue dans son domaine d'intervention. Nous, côté de la banque, nous sommes en train de préparer même la troisième phase. Ça veut dire votre insertion dans le milieu de travail. Nous avons des dialogues avec le secteur public. Nous avons un dialogue avec les partenaires techniques et financiers pour justement que quand vous aurez fini vos formations, que vous êtes inséré directement et que vous gagnez un peu plus d'expertise, d'expérience du côté du gouvernement. Je voulais vraiment vous féliciter encore et sachez que moi personnellement, comme chargé de projet, je veillerai à que chacun d'entre vous soit inséré et formé et que vous soyez l'avenir et que vous-même vous gérez un projet de la banque, que ce soit de la banque ou un autre bailleur de fonds, et que vous soyez notre champion dans chaque unité de gestion de projet. Écoutons à présent un extrait du discours du ministre du Travail. Avec un réel plaisir, mais aussi avec une grande fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui. Ce moment n'est pas anodin, il marque une étape importante pour vous, pour notre département ministériel et pour l'ensemble des partenaires engagés dans ce programme structurant. Au cours de la première phase, vous avez acquis des compétences fondamentales en communication, en leadership, en gestion des projets et en droit du travail. Ces acquis constituent un socle essentiel, car aujourd'hui, plus que jamais, la compétence ne se limite pas au savoir technique. Elle repose également sur le savoir-être, l'engagement et la capacité à évoluer dans un environnement professionnel exigeant.
Aujourd'hui, vous entamez une nouvelle étape décisive, la phase des spécialisations. Celle-ci s'articule autour de 4 domaines et stratégiques et fortement demandés à Djibouti et ailleurs même. La passation des marchés, les suivis d'évaluation, les sauvegardes environnementales et sociales, ainsi que la santé et la sécurité au travail. Pour garantir l'excellence de cette formation, nous avons fait appel au CIFOP, un centre de renommée internationale. À l'issue de cette formation, vous allez bénéficier des certifications reconnues à l'international, qui s'ouvrira ensuite une phase déterminante, celle des stages d'immersion, qui vous permettra de confronter vos acquis à la réalité du terrain, au sein des projets et d'institutions de l'État. Chers jeunes, l'État a consenti des investissements importants pour ce programme. Cela a traduit une volonté politique forte portée par son Excellence le Président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh. Faire confiance à notre jeunesse, investir en elle et préparer l'avenir de notre pays. Et dans l'actualité également, le secrétariat exécutif de la gestion des risques et des catastrophes relevant du ministère de l'Intérieur, en collaboration avec la Banque mondiale, le système des Nations Unies, a procédé ce matin au lancement officiel d'une formation consacrée à l'évaluation rapide post-catastrophe organisée à l'hôtel Sheraton. Cette initiative s'inscrit dans les efforts continus visant à renforcer les capacités nationales en matière de prévention, de préparation et de réponse aux catastrophes, qu'elles soient naturelles ou d'origine humaine. Cette formation, d'une durée de 4 jours, bénéficie aux représentants des ministères sectoriels ainsi qu'aux institutions nationales impliquées dans les opérations de réponse aux catastrophes. Et donc, dans ce contexte, le renforcement des capacités est particulièrement important, mais il est également urgent. Et c'est vraiment dans ce contexte que nous avons souhaité appuyer la préparation de l'atelier qui nous réunit aujourd'hui. Et prenons la parole, M. Ahmed Mohamed Madal, secrétaire exécutif de la gestion des risques et des catastrophes, a souligné que cet événement est le fruit d'un excellent partenariat entre le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Économie et des Finances, la Banque mondiale et le système des Nations Unies. On l'écoute. C'est un grand honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de cet atelier de formation consacré à l'évaluation rapide après une catastrophe. Cet événement est le fruit d'un partenariat dynamique entre le secrétariat exécutif de gestion des risques des catastrophes du ministère de l'Intérieur, mais également le ministère des Finances et de l'Économie, la Banque mondiale et le système des Nations Unies. Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à nos partenaires, en particulier la Banque mondiale, mais également le système des Nations Unies. Et je voulais vraiment profiter de cette occasion pour féliciter particulièrement Madame Tanja, chef de mission de l'OIM, pour son précieux soutien pour la gestion des risques et des catastrophes. Je souhaite également adresser une mention spéciale à M. Philippe, Madame Dina, mais également à Elmi, ainsi que M. Abdallah de la Direction du financement extérieur pour leur appui décisif à la mise en place du mécanisme d'intervention rapide. Mes remerciements vont aussi à Mme Bokana et à M. Clément, formateurs du Bureau régional de coordination des affaires humanitaires, pour leur entière disponibilité et leur engagement. Enfin, je ne saurais terminer mon propos sans remercier chaleureusement tous les représentants des ministères sectoriels et des autres institutions nationales impliquées dans les opérations de secours qui ont bien voulu répondre favorablement à notre invitation. Et le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, M. Souleymane Momen Roble, a insisté sur l'impact concret de cette initiative. Face à la multiplication des crises, il est crucial de pouvoir intervenir efficacement dès les premières heures. Cette formation organisée par le secrétariat exécutif de gestion des risques et des catastrophes
avec l'appui de la Banque mondiale et du système des Nations unies, vise à évaluer l'impact des dégâts, à identifier les besoins prioritaires des populations et à éclairer la prise des décisions. Elle permet également de hiérarchiser les actions sur le terrain et préparer les phases de relèvement. L'objectif central est la rapidité, disposer donc en quelques jours seulement d'une vision globale de la situation afin de déclencher les premières réponses sans attendre des études plus approfondies. Tel est en substance l'objectif de cette formation. De la lutte pour l'indépendance en 1977 à la gestion des plus hautes institutions de l'État, les femmes djiboutiennes n'ont jamais cessé de façonner l'histoire de la nation, portée par une volonté politique affirmée sous l'impulsion du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, de la Première Dame. Elles occupent aujourd'hui une place centrale dans tous les secteurs, politique, santé, armée et culture. Un reportage sur un demi-siècle de conquête et une production de la rédaction. Depuis les premières heures de l'histoire moderne de Djibouti, les femmes ont été bien plus que de simples spectatrices. Elles ont été des actrices majeures. De la lutte pour l'indépendance à la construction d'une nation moderne, elles ont su conjuguer courage, intelligence et persévérance pour façonner un destin collectif. Aujourd'hui, leur rôle se déploie dans tous les secteurs, politique, économique, social, culturel, portés par une volonté gouvernementale affirmée et un engagement citoyen sans faille. L'histoire des femmes djiboutiennes commence bien avant les drapeaux et les cérémonies officielles. Dès les années 1960 et 1970, à une époque marquée par la domination coloniale, elles s'impliquent dans la résistance, souvent dans l'ombre, mais avec une détermination inébranlable. Elles organisent des réunions clandestines, assurent la logistique des mouvements nationalistes et prennent part aux manifestations, bravant les risques pour défendre l'idée d'une nation libre. Lors de la marche vers l'indépendance en 1977, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, joue un rôle structurant. Créée avant même la souveraineté, cette organisation devient le porte-voix des aspirations féminines. Dans les rues de Djibouti-Ville, mais aussi dans les villages éloignés, les femmes galvanisent la population, mobilisent les familles et insufflent un esprit de solidarité qui dépasse les clivages. Depuis son accession au pouvoir, le président Ismaël Omar Guelleh a inscrit l'autonomisation des femmes au cœur de sa vision de développement. Soutenu par l'engagement constant de la Première Dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, il a mis en place une série de réformes ambitieuses. Transformation de la simple direction chargée des affaires féminines en un ministère de la femme et de la famille autonome. Instauration progressive de quotas féminins dans les institutions, passant de 10% en 2003 à 25% depuis 2018 à l'Assemblée nationale. Triplement du nombre de femmes ministres qui sont passées de 2 à 6 dans le gouvernement. Ces mesures traduisent une évolution profonde. Il ne s'agit plus seulement de parler d'égalité, mais de créer les conditions réelles de son exercice. À chaque étape, la Première Dame a renforcé cette dynamique en pilotant des programmes de formation professionnelle, d'alphabétisation et de lutte contre les violences faites aux femmes. Le changement ne se mesure pas seulement dans les textes de loi, mais aussi sur le terrain. Dans les marchés, les bureaux, les hôpitaux, les écoles, les femmes djiboutiennes occupent aujourd'hui des fonctions variées. Politiques, députés, ministres, maires, ambassadrices, elles participent directement aux décisions nationales. Éducation, enseignantes, directrices d'établissements et chercheuses, elles façonnent les générations futures. Santé, médecins, infirmières, sages-femmes, elles sauvent des vies et contribuent à améliorer les indicateurs de santé publique. Armée et sécurité, officières, police, pilotes, institutrices, elles incarnent une présence féminine forte dans les forces armées et la gendarmerie. Culture, artistes, musiciennes, cinéastes, elles préservent et réinventent le patrimoine national. Ces succès sont le fruit d'une politique inclusive, mais aussi d'une volonté individuelle. Le gouvernement, en partenariat avec l'UNFD et la CEPEC, a mis en place des programmes de microcrédit adaptés permettant à ces commerçantes de développer leurs activités.
Ce soutien financier, couplé à des formations en gestion et en marketing, transforme de simples échoppes en entreprises solides. Aujourd'hui, Djibouti se conjugue aussi au féminin. Les femmes ne sont plus seulement les piliers du foyer, elles sont celles qui bâtissent, innovent et dirigent. Grâce à leur force et à une volonté politique affirmée, elles contribuent à transformer le pays pas à pas en une nation plus juste et inclusive. Si le chemin reste encore long, la direction est claire, celle d'un avenir où chaque femme djiboutienne, qu'elle vive dans un quartier animé de la capitale ou dans un village reculé, pourra réaliser son potentiel. Leur histoire est celle d'un peuple qui avance ensemble, porté par la mémoire de luttes passées et l'ambition des générations futures. Et dans le domaine éducatif, une cérémonie de remise de diplôme a été organisée à Tadjoura, mettant à l'honneur la formation des jeunes générations sous le haut patronage de l'ambassadeur du serviteur des deux saintes mosquées à Djibouti. L'hôtel Gadilé, situé dans la ville blanche, a accueilli hier la cérémonie de remise des diplômes de la 9e promotion des élèves de l'école du centre islamique Roi Abdelaziz de Tadjoura. Cette cérémonie est venue couronner un parcours éducatif et pédagogique riche, reflétant l'importance des efforts déployés pour former une génération armée de savoir et de valeurs, capable de contribuer activement au développement de sa communauté et de son pays. Le programme a été marqué par des séquences variées, notamment des récitations coraniques et des présentations éducatives, ainsi que la remise de distinctions aux élèves méritants. Les diplômes et récompenses ont été remis dans une atmosphère empreinte de fierté et d'émotion. Comme les années précédentes, la cérémonie s'est achevée par la remise d'hommages à plusieurs personnalités civiles et militaires, dont le préfet de la région, le commandant des forces armées, le président du conseil régional, le président de l'annexe du parti du RPP, ainsi que la présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes à Tadjoura. L'ambassadeur du serviteur des deux saintes mosquées à Djibouti, ainsi que l'attaché religieux ont été également honorés. Et bien, lors de cette cérémonie s'est déroulée en présence du premier adjoint du préfet de la région, M. Habib Djilani, du sultan de Tadjoura, Ali Habib Ahmad, ainsi que de l'attaché religieux de l'ambassade saoudienne, Saad Ben Abdelaziz Al-Safayan, et du directeur de l'école, M. Nasser Ben Saad Al-Utaybi. Plusieurs responsables locaux, cadres éducatifs et religieux, ainsi que des parents d'élèves ont également pris part à l'événement. Dans son allocution, le directeur de l'école du centre islamique Roi Abdelaziz à Tadjoura a souligné que la remise des diplômes constitue une étape charnière dans la vie des élèves, synthèse de plusieurs années d'efforts et d'engagement ouvrant de nouvelles perspectives d'avenir. Un mot en sport à présent dans le cadre des préparatifs de l'IHF Trophy 2026 prévu du 4 au 8 mai à Addis Abeba en Éthiopie. La Fédération djiboutienne de handball, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, a procédé ce matin au départ de sa délégation depuis la capitale par voie ferroviaire. Ce tournoi annuel regroupe 10 nations de la zone: Djibouti, le pays hôte, l'Éthiopie, la Somalie, le Kenya, le Soudan du Sud, la Tanzanie, l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda. Les deux équipes ont quitté le territoire national ce matin et auront pour mission de défendre les couleurs nationales, avec pour objectif de décrocher une qualification pour la phase continentale. Présent lors du départ, M. Rachid Zed Ahmed a adressé un message d'encouragement aux deux sélections nationales. Il a rappelé aux joueurs qu'ils représentent avant tout les couleurs nationales et le drapeau de la République de Djibouti, soulignant que tout Djibouti est derrière vous pour vous soutenir. Il a également insisté sur l'importance de la discipline et de l'exemplarité, valeurs qui, selon lui, caractérisent les sportifs djiboutiens. Autre performance sportive, cette fois sur la scène régionale, avec la participation de Djibouti au tournoi de pétanque de la zone 4. Notre pays a préparé au tournoi de pétanque de la zone 4 organisé du 27 avril au 4 mai à l'île Maurice, réunissant 6 pays de la région, dont le Kenya, Madagascar, les Comores et les Seychelles. Lors de cette compétition, le joueur djiboutien Ibrahim Mohamed Ahmed a décroché la médaille de bronze dans l'épreuve du tête-à-tête en pétanque, offrant une belle performance à la délégation djiboutienne. Ce résultat constitue une fierté pour Djibouti et met en valeur le potentiel de ses joueurs sur la scène régionale.
Et à la une également, le secrétariat d'État chargé des sports a lancé une opération citoyenne et civique visant à préserver la propreté des plages de la capitale. Organisée sur la plage de Siesta, l'initiative a mobilisé plus de 300 jeunes issus de différentes fédérations et associations sportives. Cette opération de nettoyage s'est déroulée dans l'après-midi d'hier en présence de la secrétaire générale du secrétariat d'État chargé des sports, Mme Khadija Ibrahim Idriss, du directeur des sports, Abshir Al-Hassan, de la vice-présidente du CNSOD, ainsi que le député Ali Chadili, de plusieurs présidents de fédérations sportives. Dans son allocution, Mme Khadija Ibrahim Idriss a salué l'engagement des participants et leur contribution à cette initiative citoyenne. Elle a insisté sur la nécessité de pérenniser ce type d'action, notamment à l'approche de la saison estivale, période de forte affluence sur cette plage située au cœur de Djibouti. Elle a également appelé à une mobilisation continue pour préserver cet espace public essentiel. Et enfin, les tensions géopolitiques se poursuivent entre Washington et Téhéran autour du dossier iranien et du détroit d'Ormuz. Les échanges entre les États-Unis et l'Iran se poursuivent autour d'un projet d'accord cadre visant à apaiser les tensions dans un contexte marqué par des menaces américaines de recours à des options militaires. Selon des sources informées, Téhéran a transmis via le Pakistan une proposition en 14 points incluant des négociations sur le détroit d'Ormuz, la levée de certaines restrictions et un arrêt des conflits régionaux. Mais Washington a exprimé des réserves, jugeant la proposition inacceptable, tandis que les tensions restent élevées et que des options militaires continuent d'être examinées. Et ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi.